Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour nous aider à grandir. De cette façon, nous pourrons améliorer votre expérience sur notre chaîne. Bon voyage d'horreur. J'ai vu la maison de la Rua Lacerda pour la première fois par un mardi après-midi morne. J'avais parcouru les annonces immobilières pendant des semaines, à la recherche de quelque chose d'abordable, mais habitable. En tant qu'étudiant en architecture à l'université de São Paulo, je rêvais d'un endroit où je pourrais me concentrer sur mes études, libéré des fardeaux de la vie quotidienne. L'appartement que j'avais loué était trop exigu et trop bruyant. Alors quand je suis tombé sur cette annonce pour une charmante vieille maison à Tatuapé, j'ai été intrigué. Le prix était étonnamment bas pour la taille et l'emplacement. Cela semblait presque trop beau pour être vrai. Les photos de l'annonce représentaient une grande maison ancienne avec de hauts plafonds, des boiseries complexes et de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière, bien que les meubles semblaient étrangement déplacés, comme figés dans le temps. J'ai décidé de planifier une visite. Quand je suis arrivé à la maison, c'était encore plus impressionnant que sur les photos. La cour avant était envahie par le lierre et les grands chênes fournissaient une canopée qui projetait des ombres sur la pelouse. La maison elle-même était un mélange de charme d'antan et de délabrement étrange. La façade en bois était ornée de sculptures complexes et les fenêtres, bien que sales, étaient encadrées de moulures élaborées. La maison semblait soupirer alors que le vent la traversait, un son presque imperceptible qui me mettait les nerfs à vif. J'ai été accueilli par une dame âgée nommée Dona Clara, qui prétendait être la gardienne de la propriété. Ses yeux avaient une lueur de suspicion, mais elle m'a néanmoins accueilli à l'intérieur. Alors que nous marchions dans les couloirs faiblement éclairés, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'être observé. L'air était lourd d'une odeur de poussière et d'âge, et les planches craquaient sous mes pieds. L'intérieur était aussi grand que l'extérieur. Les murs étaient ornés de papier peint délavé, et les chambres étaient remplies de vieux meubles recouverts de draps blancs. Toute la maison semblait retenir son souffle, attendant quelque chose. Dona Clara m'a fait visiter les lieux, sa voix étant un bourdonnement monotone alors qu'elle parlait de l'histoire de la maison, dont la plupart étaient enveloppées de vagues allusions à son passé. Quand elle est partie, j'étais seul dans la maison. J'ai erré de pièce en pièce, admirant les détails qui avaient été perdus dans le temps. Le grand escalier en bois menait à un deuxième étage, encore plus fascinant avec sa vieille bibliothèque et une collection de livres poussiéreux reliés en cuir. C'est dans la bibliothèque que j'ai trouvé le premier indice du sombre passé de la maison. En inspectant l'une des vieilles bibliothèques, j'ai remarqué que l'une des étagères était légèrement de travers. Je l'ai sortie et j'ai découvert un compartiment caché derrière. À l'intérieur, il y avait plusieurs vieux documents, lettres, photographies et un journal. Les lettres étaient écrites dans une écriture élégante et démodée. Ils étaient adressés à une femme nommée Anna Maria et étaient signés par un homme nommé Henrique. Le contenu était banal au début, discussions sur la vie quotidienne, projets pour l'avenir, mais en lisant plus loin, j'ai commencé à sentir un malaise croissant dans le ton des lettres d'Henrique. Il a parlé de prémonitions inquiétantes et d'un sentiment que quelque chose allait les attendre. Les photographies représentaient une famille, un homme, une femme et 2 jeunes enfants. Ils semblaient heureux sur les photos, mais il y avait une tristesse dans leurs yeux que je ne pouvais pas tout à fait situer. La dernière photo montrait la famille debout devant la maison, et je pouvais voir que les enfants se serraient fermement la main, leur visage légèrement détourné de l'appareil photo. Le journal était le plus troublant de tous. Il appartenait à Anna Maria et détaillait les événements qui ont conduit à une tragédie brutale. Selon les entrées, la famille avait été en proie à des événements étranges dans la maison, des objets se déplaçant d'eux-mêmes, des bruits inexpliqués et un sentiment croissant d'effroi. La dernière entrée décrivait un événement horrible, un massacre qui a laissé la famille morte. J'étais consumé par une curiosité morbide. Je voulais en savoir plus, alors j'ai entrepris d'enquêter sur l'histoire de la maison. J'ai visité les archives historiques locales et me suis penché sur de vieux journaux et documents. L'histoire était aussi sombre que le journal l'avait suggéré. Un rapport datant d'il y a des décennies racontait comment la famille avait été retrouvée morte dans leur maison, victime d'une violente attaque. L'affaire n'a jamais été résolue,
et la maison a été laissée à l'abandon pendant des années. En approfondissant l'histoire, j'ai commencé à expérimenter des phénomènes étranges. La nuit, j'entendais des pas résonner dans les pièces vides, et parfois je sentais une présence froide me frôler. J'ai essayé de rejeter ces expériences comme le résultat de mon imagination déchaînée, mais le malaise s'est renforcé chaque jour qui passait. J'ai contacté certains des résidents les plus âgés du quartier, dans l'espoir d'en savoir plus sur la famille et les événements qui s'étaient déroulés. Beaucoup hésitaient à parler, me jetant des regards furtifs comme s'ils craignaient de réveiller de vieux fantômes. Cependant, un homme âgé, Seigneur Oliveira, a partagé à contre-cœur ce qu'il savait. Il a parlé de la fin tragique de la famille et a fait allusion à des rumeurs de quelque chose de sombre et de malveillant qui avait toujours été associé à la maison. Malgré ma peur croissante, j'ai décidé de rester. J'ai ressenti un lien étrange avec l'endroit, comme si la maison elle-même m'invitait à découvrir ses secrets. Mais au fil du temps, la maison a semblé avoir un impact sur mon état mental. J'ai commencé à faire des cauchemars sur les derniers moments de la famille et la frontière entre les rêves et la réalité a commencé à s'estomper. Une nuit, j'ai été réveillé par un grand fracas venant de la bibliothèque. Je suis descendu pour constater que les livres sur le sol avaient été éparpillés en désordre. Alors que je me tenais au milieu du désordre, j'ai senti une main froide effleurer mon épaule et je me suis retourné pour ne trouver que des ombres. J'ai alors réalisé que ma présence dans la maison n'était pas la bienvenue. Les fantômes de la famille semblaient essayer de me dire quelque chose, mais je ne pouvais pas déchiffrer leur message. La présence obsédante était implacable et a commencé à affecter ma capacité à penser clairement. Je me suis retrouvé attiré par le vieux journal et les lettres, à la recherche de réponses qui m'échappaient. Finalement, la tension est devenue trop forte. Je ne pouvais plus ignorer le sentiment que la maison me consumait lentement. J'ai décidé de partir, même si c'était un choix difficile. En faisant mes valises, j'ai ressenti un profond sentiment de tristesse, comme si j'abandonnais quelque chose d'important. Lors de ma dernière nuit dans la maison, j'ai fait une dernière promenade dans ces couloirs grinçants. La maison semblait murmurer ses adieux et je ressentais un mélange de soulagement et de tristesse. J'ai laissé derrière moi la maison de la rue à la Cerda, mais les souvenirs de ces jours sombres m'ont quitté. La maison a finalement été vendue à un nouveau propriétaire, et bien que j'espère qu'ils trouveront la paix entre ces murs, je ne peux pas m'empêcher de penser que les ténèbres du passé y résident toujours, attendant que quelqu'un d'autre découvre ses secrets. Je me souviens du jour où j'ai décidé d'enquêter sur la Maison Bleue à la périphérie de Mexico, comme si c'était hier. Je m'appelle Laura Rivas, une journaliste indépendante qui avait du mal à trouver une histoire qui relancerait ma carrière. Mon travail précédent n'avait pas réussi à marquer les esprits, et j'étais désespéré d'avoir une histoire qui pourrait captiver les lecteurs et restaurer ma crédibilité. C'est alors que je suis tombé sur une mention de la Maison Bleue dans un vieux message poussiéreux du forum, enfoui profondément dans les archives d'Internet. La Maison Bleue, selon les rumeurs, était un lieu de mystère et de chagrin. On disait qu'il était maudit, abandonné pendant plus de 50 ans après un tragique incident familial. En tant que journaliste, je savais qu'un article bien documenté sur un sujet comme celui-ci pourrait être mon billet pour revenir sous les projecteurs. J'ai décidé que ce serait ma prochaine grande histoire, espérant que les ombres du passé pourraient révéler quelque chose d'important. J'ai commencé mon enquête en fouillant dans les archives locales et les coupures de journaux. Les histoires étaient rares mais cohérentes. La Maison Bleue était autrefois la maison de la famille Martinez, qui y avait vécu au début des années 1950. Les rapports parlaient d'un meurtre brutal qui avait eu lieu entre ces murs, mais les détails étaient sommaires et les sources peu fiables. Ils ont parlé de la fille de la famille, Isabelle, qui avait connu un destin sombre et la maison avait été laissée à l'abandon dans les années qui ont suivi la tragédie. Armé de ces informations de base, je me suis mis en route pour la maison. Il était situé dans un quartier calme et désolé, loin du cœur animé de la ville. En m'approchant, je pouvais comprendre pourquoi il avait été abandonné pendant si longtemps. La peinture bleue, autrefois vibrante, s'était estompée et s'était écaillée, révélant le bois pourri en dessous. Le jardin était envahi par la végétation et les fenêtres étaient barricadées, projetant des ombres étranges sur la façade en ruine.
j'ai réussi à trouver quelques anciens qui se souvenaient de la famille Martinez. Leurs souvenirs étaient un mélange de peur et de chagrin. Une femme âgée, nommée Doña Maria, qui vivait à quelques rues de là, m'a raconté cette nuit tragique. On dit que la mort d'Isabelle n'était pas seulement un meurtre, mais une malédiction, dit-elle, la voix tremblante. La famille a été détruite et la maison n'a plus jamais été la même. Ces mots ont remué quelque chose en moi, un mélange d'excitation et d'appréhension. Je lui ai demandé si elle connaissait des parents ou des personnes liées à la famille, mais elle a secoué la tête tristement. Les seuls qui connaissent toute l'histoire sont partis depuis longtemps, ou ils n'en parleront pas. Sans me décourager, j'ai continué ma recherche. Après plusieurs jours de fouilles, j'ai réussi à localiser un parent éloigné de la famille Martinez, un homme nommé Javier, qui vivait dans une banlieue à la périphérie de la ville. Il était à la fin de la soixantaine, et sa mémoire du passé était floue mais suffisamment vive pour offrir de nouvelles perspectives. Javier était d'abord réticent à parler, mais après un peu de persuasion, il a commencé à raconter les événements de son enfance. Isabelle était une fille brillante et joyeuse, dit-il en fixant le sol. Elle était la lumière de la famille Martinez, mais un jour, elle a été retrouvée morte dans cette maison. La police n'a jamais résolu l'affaire et la famille s'est effondrée. Il a parlé du chagrin qui avait consumé la famille et des événements étranges qui avaient suivi dans la maison. Après la mort d'Isabelle, la famille a essayé de partir, mais c'était comme si la maison elle-même les retenait, a-t-il déclaré. Les gens ont dit qu'ils avaient entendu des voix et vu des ombres se déplacer dans les fenêtres. Son récit était à la fois effrayant et convaincant. Je lui ai demandé s'il avait des documents ou des objets personnels de la famille Martinez et, à ma grande surprise, il m'a tendu un journal en cuir usé. Cela appartenait à Isabelle, a-t-il déclaré. Je l'ai trouvé dans un vieux coffre quand je nettoyais le grenier de ma grand-mère. Je ne sais pas ce qu'il contient, mais j'ai toujours pensé qu'il pourrait contenir des réponses. Avec le journal en ma possession, je suis retourné à la Maison Bleue, déterminé à en découvrir d'autres. J'ai réussi à entrer dans la maison par une fenêtre latérale qui avait été laissée entr'ouverte. L'intérieur était exactement comme je l'avais imaginé, poussiéreux, délabré et étrangement silencieux. Les meubles étaient recouverts de draps blancs et des toiles d'araignée pendaient à tous les coins. L'atmosphère était épaisse avec le poids des années passées. Je m'assis dans le vieux bureau poussiéreux et j'ouvris le journal. Les pages étaient jaunies par l'âge et l'encre était décolorée. Mais l'écriture d'Isabelle était claire et précise. Ses entrées ont commencé par des réflexions adolescentes typiques, mais sont rapidement devenues plus sombres. 15 juillet 1952. Mon père a agi étrangement ces derniers temps. Il se couche tard, se parle à lui-même, et mère semble l'éviter. Je les ai entendus se disputer hier soir, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'ils disaient. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi. 2 août 1952. Il y a des bruits dans la maison la nuit. J'entends des pas quand tout le monde dort et parfois j'ai l'impression d'être observé. J'ai peur, mais je ne veux le dire à personne. Ils penseraient que je suis stupide. 10 août 1952. Maman pleure plus souvent maintenant. Elle dit qu'elle s'inquiète pour père, mais elle ne veut pas me dire ce qui ne va pas. Je l'ai entendu parler au prêtre de quelque chose. J'aimerais savoir ce qui se passe. Les entrées sont devenues plus désespérées au fil des jours, et elles ont culminé dans une note finale obsédante. 5 septembre 1952. Je ne peux plus rester ici. J'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer, et père agit encore plus étrangement. J'ai peur de ce qui pourrait arriver. J'ai fait un plan pour partir, mais je ne sais pas si je pourrais le faire. Si vous trouvez ce journal, sachez que j'ai essayé de partir, mais j'avais peur. Le journal était un aperçu troublant des derniers jours d'Isabelle. Il était clair que les événements étranges dans la maison n'étaient pas de simples rumeurs, mais faisaient une partie d'une réalité plus vaste et plus sinistre. En lisant le journal, l'atmosphère dans la maison s'est alourdie. Les ombres semblaient se déplacer et s'étirer comme si elles étaient vivantes. Je pouvais entendre de faibles murmures qui devenaient plus forts et plus insistants à mesure que j'approfondissais les mots d'Isabelle. La frontière entre la réalité et l'illusion a commencé à s'estomper.
et je me suis retrouvé à remettre en question ma propre santé mentale. Au milieu de mes recherches, j'ai entendu un bruit derrière moi, un bruit de raclement doux, presque imperceptible. Je me suis retourné, mais il n'y avait rien. Mon cœur s'est emballé et j'ai senti un frisson me parcourir la colonne vertébrale. Je me suis forcé à me concentrer sur le journal, mais les chuchotements ont continué, devenant plus forts et plus urgents. Quand j'ai finalement décidé de quitter la maison, j'ai été secoué au plus profond de moi-même. Le journal avait révélé une histoire de peur et de désespoir, mais il était également clair qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui défiait toute explication logique. Je me suis demandé si les histoires de hantise étaient simplement les échos des derniers moments d'Isabelle, ou s'il y avait quelque chose de plus malveillant à l'œuvre. Les jours qui ont suivi ont été flous. J'ai travaillé sans relâche sur mon article, mais les frontières entre la réalité et la fiction semblaient s'estomper. Mes expériences à la Maison Bleue hantaient mes rêves et perturbaient mes heures de veille. J'avais du mal à faire la distinction entre ce qui était réel et ce qui était le produit de mon imagination débordante. Finalement, mon article a été publié, mais ce n'était pas la percée que j'espérais. Les lecteurs étaient intrigués, mais la réponse a été modérée par rapport à ce que j'avais prévu. J'avais découvert la vérité sur la Maison Bleue, mais cela avait eu un coût personnel. Les murmures fantomatiques et les ombres du passé m'avaient déstabilisé d'une manière que je ne pouvais pas expliquer complètement. En repensant à cette époque, je me rends compte que la Maison Bleue était plus qu'une simple histoire. C'était un miroir reflétant l'obscurité en moi, un endroit où mes propres peurs et incertitudes prenaient forme. Les fantômes de la famille Martinez n'avaient pas été les seuls à souffrir. J'avais été touché par leur chagrin et leur douleur. Je ne comprendrai peut-être jamais complètement ce qui s'est passé dans cette Maison Bleue, mais je sais que cela m'a changé. L'histoire que j'ai découverte ne concernait pas seulement la famille Martinez, mais aussi la fine ligne entre la réalité et l'illusion, et les démons personnels que nous portons tous en nous. Je suis Pedro Santos, un professeur d'histoire qui a toujours eu un profond respect pour le passé. Mes journées sont remplies de manuscrits poussiéreux et de reliques décolorées d'époques révolues, mais je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Ma dernière entreprise a été d'organiser une exposition spéciale sur les artefacts portugais, un projet qui, je l'espérais, donnerait vie à la riche histoire de notre patrie. J'étais loin de me douter que ce projet me conduirait dans les coins sombres d'un passé que je n'étais pas prêt à affronter. Tout a commencé par un après-midi d'automne frais à Bragança, une ville chargée d'histoire et de charme. Je me promenais dans les rues étroites de la ville, où les bâtiments anciens sont les témoins silencieux des siècles passés. J'avais entendu parler d'un vieux marché d'antiquités qui était censé contenir un trésor de trésors cachés. Alors j'ai décidé de le visiter, dans l'espoir de trouver cet objet spécial pour ancrer mon exposition. Le marché était un labyrinthe d'objets oubliés, argenterie ternie, livres jaunis et peintures usées. Au milieu de ce fouillis, j'ai été attiré par un étal particulier à l'arrière du marché. Il était dirigé par un vieil homme dont les mains noueuses se déplaçaient habilement parmi les reliques. Ses yeux, cependant, étaient ceux de quelqu'un qui avait trop vu, comme s'il portait le poids de secrets indicibles. Je parcourais une collection de portraits délavés quand je l'ai vu. Un miroir antique, orné encadré de bois sombre et finement sculpté. Son verre était légèrement fissuré, mais il semblait m'attirer avec une allure presque imperceptible. Je pouvais sentir un frisson parcourir ma colonne vertébrale en m'en approchant, mais je l'ai rejeté comme l'air frais de l'automne. « Ah, vous avez l'œil pour les belles choses, » dit le vieil homme, sa voix comme du gravier glissant sur des pierres. Ce miroir est là depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je lui ai demandé quelle était l'histoire du miroir, mais il s'est contenté de hausser les épaules et a dit « Il appartenait à une vieille famille, disparue depuis longtemps. Certains disent que c'est maudit, mais qui croit en de telles choses de nos jours ?» Intrigué et quelque peu énervé, j'ai décidé d'acheter le miroir. Je l'ai payé une modeste somme, le prix semblant refléter davantage le désespoir du vendeur de s'en séparer que sa valeur réelle. Je ne savais pas que j'entrais dans un réseau d'histoires sombres. De retour à mon appartement à Porto, j'ai placé le miroir dans mon bureau. Sa présence m'a immédiatement semblé intrusive, presque comme si elle me regardait. En commençant à rechercher les origines du miroir, j'ai découvert qu'il appartenait à l'origine à la famille Ribeiro,
un nom qui était autrefois important dans l'histoire de Bragança. Mes recherches initiales ont révélé que la famille avait été bien considérée au XIXe siècle. Cependant, en creusant plus profondément, j'ai découvert que leur histoire était marquée par une série de morts mystérieuses et tragiques. Le premier décès avait été celui de Matias Ribeiro, le chef de famille, qui avait été retrouvé mort dans son bureau dans des circonstances qui n'ont jamais été entièrement expliquées. Sa femme, Béatrice, a suivi peu après, succombant à ce qui a été décrit comme une fièvre de l'âme. Leurs enfants sont morts en succession rapide, chaque mort enveloppée de mystères et de questions sans réponse. Ce qui m'a semblé étrange, c'est la mention d'un héritage familial, un miroir, qui était en possession de la famille depuis des générations. Les légendes locales murmuraient que le miroir était la source du malheur de la famille. J'ai trouvé cette idée fascinante, voire un peu mélodramatique. Pourtant, au fil des jours, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'il y avait quelque chose de plus dans le miroir qu'une simple légende. Des choses étranges ont commencé à se produire dans mon appartement. J'apercevais un mouvement fugace dans le reflet du miroir quand il n'y avait personne. Des ombres semblaient danser à la limite de mon champ de vision, et la température de la pièce baissait inexplicablement. Au début, j'ai attribué ces phénomènes aux vieux bâtiments pleins de courants d'air, mais les événements sont devenus plus fréquents et déconcertants. Un soir, alors que je travaillais tard, j'ai ressenti un sentiment d'effroi accablant en regardant le miroir. Mon reflet semblait se déformer. Le visage qui me regardait n'était plus le mien, mais quelque chose de plus sombre, de plus sinistre. J'ai détourné le regard rapidement, mon cœur battant dans ma poitrine. Je ne pouvais pas ignorer l'étreinte froide de la peur qui s'était emparée de moi. Incapable d'ignorer le malaise croissant, j'ai décidé de retourner à Bragança. J'avais besoin de mieux comprendre les origines du miroir. Je suis retourné au marché d'antiquités, espérant en savoir plus sur le vieil homme. À ma grande consternation, son étal avait disparu. Le marché lui-même semblait plus vide, comme s'il avait été abandonné du jour au lendemain. J'ai cherché des historiens locaux et des anciens à Bragança, espérant que quelqu'un se souviendrait de la famille Ribeiro ou du miroir. Cela a pris plusieurs jours, mais finalement, j'ai trouvé une femme âgée qui avait été enfant à l'époque de la famille Ribeiro. Elle s'appelait Dona Maria et vivait dans une petite maison décrépite à la périphérie de la ville. Dona Maria m'a accueilli chez elle, un lieu rempli de reliques du passé. Je lui ai parlé du miroir et de mon enquête sur la famille Ribeiro. Ses yeux s'écarquillèrent avec un mélange de peur et de reconnaissance. Le miroir, dit-elle, la voix tremblante, était censé être un conduit pour les esprits des morts. On dit qu'il ne reflète pas seulement l'image, mais aussi l'âme. On croyait que le miroir était utilisé dans un rituel pour invoquer les esprits, un rituel qui a horriblement mal tourné. Elle a expliqué que la famille Ribeiro avait été impliquée dans l'occultisme, cherchant à communier avec les morts pour obtenir des connaissances interdites. Le rituel était censé leur accorder du pouvoir, mais au lieu de cela, il a libéré une force malveillante qui a conduit à leur chute. Horrifié, je lui ai demandé s'il y avait un moyen de briser la malédiction du miroir. Elle secoua la tête, les yeux pleins d'une triste connaissance. Parfois, le passé refuse de lâcher prise. Le miroir est un rappel de cette obscurité. J'ai quitté la maison de Dona Maria le cœur lourd, ayant l'impression d'avoir déterré une vérité qu'il valait mieux laisser enterrer. Le poids de l'histoire du miroir m'a pesé alors que je retournais à mon appartement. De retour à la maison, j'ai essayé de m'éloigner du miroir, mais les manifestations sont devenues plus fortes. C'était comme si le miroir me tendait la main, essayant de m'entraîner dans sa sombre histoire. Les reflets sont devenus plus troublants, montrant non seulement ma propre image, mais aussi les visages des morts, leurs yeux creux et accusateurs. Désespéré, j'ai décidé d'essayer de détruire le miroir, dans l'espoir de mettre fin au tourment. Je l'ai emmené dans un endroit isolé dans les bois, loin de la lumière de la ville, et je l'ai écrasé contre le sol. Le miroir s'est brisé en d'innombrables morceaux, et alors que je me tenais là au milieu des éclats, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Pourtant, le mal était fait. Les cauchemars ont continué, et le sentiment d'effroi a persisté dans mon esprit. Je me suis rendu compte que la malédiction du miroir avait laissé sa marque sur moi, un rappel de l'obscurité qui avait été agitée par ma curiosité.
En fin de compte, j'ai compris que certains artefacts du passé devaient rester dans l'ombre, leurs secrets laissés intacts. Le miroir avait disparu, mais les leçons qu'il me transmettait restaient, un témoignage des dangers de plonger trop profondément dans les mystères de l'histoire. Je suis Jonathan Reed, un journaliste connu pour mon scepticisme rationnel et mon penchant pour démystifier les mythes. Pendant des années, j'ai été la voix de la raison au milieu du bavardage sensationnaliste qui peuple si souvent les médias. Mes chroniques sont construites sur des faits, des preuves tangibles et une bonne dose de cynisme. Mais en cette froide soirée d'automne à Londres, je me suis retrouvé au bord d'un autre type d'histoire, qui pourrait mettre à l'épreuve les fondements même de mes croyances. Cela a commencé par un murmure, une remarque désinvolte d'un ami historien, Tom, à propos du cimetière de Highgate. « Tu devrais y jeter un coup d'œil », a-t-il dit autour d'un café, un sourire narquois jouant au coin de sa bouche. « Il dit-le que c'est hanté ». Le commentaire de Tom était censé être une blague, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'il y avait plus sous la surface. J'avais déjà entendu ces histoires auparavant, de vagues références à des apparitions fantomatiques et à des événements étranges. Mais la curiosité d'un journaliste n'est jamais facilement satisfaite. Et donc, j'ai décidé d'enquêter. Le cimetière de Highgate est plus qu'un lieu de sépulture, c'est un emblème d'histoire et de mystère. Fondé en 1839, c'est l'un des 7 cimetières magnifiques de Londres, conçu pour répondre aux besoins de la population croissante et offrir un lieu de repos éternel aux morts de la ville. Son architecture gothique, ses pierres tombales en ruine et ses arbres tordus créent une atmosphère propice aux contes macabres. J'ai commencé mon enquête en contactant des historiens et des résidents locaux. Beaucoup étaient impatients de partager leurs histoires, bien que leur empressement semblait teinté d'un soupçon de prudence. Le consensus était que le cimetière de Highgate n'était pas seulement un site d'importance historique, mais aussi un lieu d'activité surnaturelle. Une historienne âgée, Madame Granger, qui avait passé des décennies à étudier le passé du cimetière, m'a parlé d'une secte qui, selon la rumeur, y aurait pratiqué de sombres rituels dans les années 1960. Ils croyaient qu'en invoquant des esprits, ils pouvaient atteindre la vie éternelle, a-t-elle expliqué, la voix tremblante comme si le souvenir même l'effrayait. Mais ils ont disparu, ne laissant derrière eux que des ombres et des chuchotements. Mon intérêt a été piqué. La notion de secte et leur disparition mystérieuse ont fourni un angle parfait pour mon article. J'ai approfondi les archives historiques et j'ai parlé avec plusieurs témoins, chacun racontant des rencontres étranges et des visions troublantes. Un homme, un résident âgé d'un quartier voisin, a raconté une expérience de sa jeunesse. J'ai vu une silhouette au clair de lune, debout entre les tombes. Il se déplaçait comme s'il flottait au-dessus du sol, a-t-il déclaré, ses yeux reflétant une peur profonde. Mais quand je me suis approché, il a disparu. Une autre personne, une jeune femme qui s'était portée volontaire pour l'entretien du cimetière, a décrit avoir entendu des pas qui la suivaient, bien qu'elle soit seule. Ces histoires, bien que subjectives et anecdotiques, étaient le genre de matériel qui pouvait faire l'objet d'une chronique intéressante. Pour approfondir mes recherches, j'ai décidé de passer une nuit au cimetière de Highgate. Équipé d'un appareil photo, d'une lampe de poche et de mon scepticisme, je suis entré dans le cimetière après les heures d'ouverture, déterminé à trouver des preuves ou à réfuter les affirmations surnaturelles. Le cimetière, la nuit, était un monde différent. L'obscurité semblait presque tangible, me pressant de tous les côtés. La brume qui arrivait de la Tamise ajoutait une ambiance étrange, enveloppant les tombes anciennes et projetant de longues ombres sur les sentiers envahis par la végétation. Alors que je me promenais dans le cimetière, le sentiment d'être observé était presque écrasant. J'ai entendu des branches claquer derrière moi, mais quand je me suis retourné, il n'y avait rien. Le silence était lourd, rompu seulement par le ululement occasionnel d'un hibou ou le bourdonnement lointain de la vie urbaine. J'ai installé mon appareil photo à différents endroits, dans l'espoir de capturer quelque chose qui sort de l'ordinaire. Les heures ont passé et le poids de l'obscurité a commencé à peser sur mon esprit. Je n'avais aucune preuve tangible d'une quelconque activité surnaturelle, mais mon esprit rationnel ne pouvait pas rejeter complètement les sensations que j'éprouvais. Le cimetière était un lieu de calme et d'histoire,
mais il semblait palpiter d'une vie propre. À un moment donné, j'ai vu une silhouette sombre debout près d'un vieux mausolée. Je m'approchais prudemment, mais la silhouette avait disparu quand j'arrivais à l'endroit. Ma lampe de poche ne révélait que la pierre froide du mausolée et le paysage banal du cimetière. Pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose ou quelqu'un était là. Aux premières heures du matin, j'étais épuisé. Je n'avais rien à montrer pour mes efforts, à part quelques photos de tombes vides et le sentiment croissant que j'étais attiré par quelque chose de plus grand que moi. J'ai emballé mon équipement et quitté le cimetière, alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à percer l'obscurité. De retour dans la sécurité de mon appartement, j'ai passé en revue les photos et les notes que j'avais recueillies. Il n'y avait rien de concret, pas de preuves irréfutables pour prouver ou réfuter le surnaturel. Mais l'expérience m'avait laissé une marque indélébile. Les récits de la secte, les témoignages personnels et l'atmosphère étrange du cimetière de Highgate avaient remué quelque chose en moi. J'ai été confronté à un dilemme. Dois-je publier un article démystifiant les affirmations surnaturelles en utilisant mes expériences comme preuve qu'il n'y avait rien à craindre? Ou devrais-je reconnaître que l'ambiguïté de la nuit m'avait amené à remettre en question mes propres croyances et la nature de la réalité elle-même? En fin de compte, j'ai choisi d'écrire sur mon parcours personnel plutôt que sur un article sensationnaliste. Mon article ne portait pas sur la preuve ou la réfutation des fantômes, mais sur la façon dont nos perceptions façonnent notre compréhension du monde. J'ai admis que malgré mon scepticisme, la nuit au cimetière de Highgate avait été une expérience profonde. En regardant mon travail, j'ai réalisé que l'enquête m'avait changé. Ce n'étaient pas les phénomènes surnaturels ou les récits d'un culte disparu qui l'avaient fait, mais la confrontation avec les limites de mon propre scepticisme. Le cimetière de Highgate ne m'avait pas offert de preuves du surnaturel, mais avait plutôt révélé la fragilité de mes propres croyances. Je comprenais maintenant que certains mystères pourraient ne jamais être résolus, et peut-être que cela faisait partie de leur attrait. L'inconnu a une façon de nous interpeller, de nous faire remettre en question la nature même de notre compréhension. Et dans cette incertitude, il y a une sorte de vérité. J'ai donc écrit sur le cimetière, non pas comme un lieu de fantômes et de ghouls, mais pour nous rappeler que nous essayons tous de donner un sens à l'obscurité qui nous entoure. Je suis arrivé au cimetière de San José, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur les anciennes pierres tombales. Le cimetière, un labyrinthe tentaculaire de mausolées en ruines et de sentiers envahis par la végétation, m'avait toujours intrigué. En tant qu'étudiant en anthropologie, j'ai cherché à explorer les histoires enfouies dans ces vieilles pierres, à découvrir l'histoire qui se cachait sous la surface. Aujourd'hui, j'étais en mission pour trouver une histoire qui servirait de pièce maîtresse à mon projet final sur le terrain. J'étais loin de me douter que ma quête me mènerait dans un monde de ténèbres et de désespoir bien au-delà de la simple recherche académique. Le cimetière est connu pour son importance historique à Santiago, avec des tombes qui remontent au XIXe siècle. J'avais passé des semaines à préparer cette visite, à me pencher sur de vieux dossiers et des revues universitaires. Je cherchais une histoire de tragédie personnelle ou d'importance historique, quelque chose qui donnerait de la profondeur à ma recherche et me permettrait d'explorer la signification culturelle de la mort et de la mémoire. En franchissant les portes rouillées du cimetière, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que j'entrais dans une autre époque. L'air était lourd d'une odeur de terre humide et de feuilles en décomposition, mêlée à la légère odeur de l'encens des sanctuaires voisins. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis rappelé mon but. J'avais choisi cet endroit pour son poids historique et la chance de me plonger dans une histoire qui avait été oubliée depuis longtemps par la plupart. Je me suis dirigé vers la section la plus ancienne du cimetière, où les pierres tombales étaient usées et illisibles. J'ai été attiré par une tombe particulière qui avait attiré mon attention au cours de mes recherches. Une simple dalle de pierre fissurée marquée uniquement du nom Isabelle. D'après les vieux documents que j'avais lus, Isabelle Pérez avait été enterrée ici en 1885, mais son histoire était loin d'être ordinaire. Elle était réputée avoir été victime d'une terrible injustice, un événement empreint de trahison
et de vengeance. Alors que je me tenais devant la tombe, j'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à examiner les documents que j'avais rassemblés. Il y avait des fragments de lettres et de coupures de journaux de la fin du XIXe siècle, détaillant une liaison scandaleuse qui avait conduit à la mort prématurée d'Isabelle. Isabelle était une jeune femme accusée de sorcellerie, une accusation qui découlait d'une rivalité amère entre deux familles puissantes. Sa punition avait été particulièrement horrible. Elle avait été enterrée vivante dans le cimetière comme une forme de sombre châtiment. J'ai commencé à rassembler les détails des dossiers. Isabelle avait été une belle femme, la fille d'une famille respectée à Santiago. Elle avait attiré l'attention d'un homme riche nommé Alejandro, qui était déjà marié. La liaison entre Isabelle et Alejandro avait été découverte et elle provoqua un tollé parmi l'élite de la ville. Dans un acte de vengeance tordue, la femme d'Alejandro a orchestré la punition cruelle d'Isabelle, affirmant qu'elle était une sorcière pour justifier l'acte inhumain. En lisant les documents, j'ai senti un frisson m'envahir. Plus j'en apprenais sur le sort d'Isabelle, plus j'avais l'impression d'être observé. La soirée était devenue plus froide et les ombres autour de la tombe semblaient s'allonger et s'assombrir. Je pouvais sentir une présence troublante, bien que j'essayais de la rejeter comme une nervosité de l'histoire effrayante que je découvrais. Déterminé à en trouver d'autres, j'ai continué mes recherches dans les archives du cimetière. J'ai découvert une section cachée du cimetière où des enterrements plus récents avaient été effectués. Ici, les registres étaient moins méticuleux, mais il y avait encore de vieux registres et journaux qui avaient été laissés derrière. En les feuilletant, je suis tombé sur un journal intime qui semblait déplacé. C'était un vieux livre relié en cuir, avec une serrure qui avait été ouverte depuis longtemps. Les pages étaient jaunies et cassantes, remplies de notes manuscrites et de croquis. Le journal appartenait à une personne nommée Rosa, une femme qui avait vécu à la même époque qu'Isabelle. Ses entrées étaient un mélange d'observations banales et de récits étranges de ses expériences. Une entrée a attiré mon attention. Je l'ai vue. L'esprit d'Isabelle erre dans le cimetière la nuit, criant vengeance. Elle est liée à cet endroit, incapable de trouver la paix. Mon cœur s'est emballé en lisant ces mots. Se pourrait-il que l'esprit d'Isabelle soit effectivement toujours présent dans le cimetière ? Je me débarrassais de cette pensée comme de la superstition, mais une partie de moi ne pouvait ignorer l'effroi rampant qui s'était installé en moi. Alors que le soleil se couchait complètement, j'ai décidé de quitter le cimetière et d'y revenir le lendemain. J'avais besoin de rassembler mes pensées et de considérer les implications de ce que j'avais découvert. Les récits d'apparitions fantomatiques et d'injustices tragiques constituaient un matériau convaincant, mais ils ont aussi commencé à me hanter plus que je ne l'avais prévu. Cette nuit-là, j'ai rêvé de silhouettes sombres se déplaçant parmi les pierres tombales et d'une voix appelant à l'agonie. Le lendemain, je suis retourné au cimetière avec une détermination renouvelée. J'ai cherché l'historien local, un homme nommé Don Luis, qui m'avait été recommandé pour sa connaissance du passé de Santiago. J'espérais qu'il pourrait fournir plus de contexte à l'histoire d'Isabelle et clarifier les détails que j'avais découverts. Don Luis était un homme mince, aux cheveux gris, à l'intelligence vive, caché derrière des yeux doux. Alors que je lui racontais l'histoire d'Isabelle, il écoutait attentivement, hochant la tête aux différents points que je faisais. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a soupiré. « Vous êtes tombé sur l'un des chapitres les plus sombres de notre histoire, » dit-il lentement. L'histoire d'Isabelle est bien connue de ceux d'entre nous qui étudient le passé, bien qu'on en parle rarement en public. Sa mort était un symbole de la cruauté et de l'injustice qui existait dans la haute société de Santiago. Il a expliqué que le conte d'Isabelle avait été une légende édifiante pendant de nombreuses années, utilisée pour enseigner des leçons sur les dangers de la jalousie et les conséquences d'une vengeance incontrôlée. Mais il semblait que l'histoire avait pris une vie propre, devenant une source de peur et de fascination pour ceux qui se sont plongés dans le passé. Pendant que nous parlions, je remarquai que Don Luis devenait de plus en plus mal à l'aise. Il jeta un coup d'œil à la porte, puis au vieux document étalé devant nous. Il était clair qu'il était réticent à approfondir le sujet. « Fais attention, jeune femme, » l'avertit-il. « Certaines histoires sont mieux laissées dans le passé.
Il y a des forces en jeu que nous ne comprenons pas entièrement. J'ai quitté son bureau avec un mélange d'exaltation et d'appréhension. J'avais la validation historique dont j'avais besoin pour mon projet. Mais les mots de Don Luis ont résonné dans mon esprit. J'ai décidé de retourner au cimetière ce soir-là pour poursuivre mes recherches et affronter les mystères qui avaient commencé à se dévoiler.